Eh bien, merci Marc pour cette invitation. Je suis très honoré d'être dans cet illustre institut pour vous présenter je dirais une revue des travaux que nous faisons dans notre laboratoire à Marseille, mais également resitués dans le contexte international. Et donc, ce sont des travaux sur les monooxygénases à cuivre qui ont commencé il y a très longtemps, mais vous verrez que l'intérêt pour ces enzymes est toujours présent. Et les questions qu'on se posait initialement, on continue sous des formes différentes à se les poser encore. Alors, comme tu as fait remarquer, donc ça tranche avec le cours précédent sur les enzymes à soufre, et notamment du transfert d'atomes de soufre. Moi, je vais vous parler du transfert d'atomes d'oxygène. Alors, on s'intéresse donc aux monooxygénases à cuivre qui, contrairement à leurs analogues à fer, sont beaucoup moins importantes et on peut les classer en 4 grandes catégories. Alors, la première, c'est la tyrosinase, qui est une enzyme ubiquitaire que l'on retrouve dans à peu près tous les micro-organismes, des humains jusqu'aux insectes, champignons et bactéries. Et leur fonction commune est de synthétiser de la mélanine qui est ce pigment qui, dans notre cas, nous protège des rayons du soleil. Alors c'est une enzyme qui est importante en termes de biotechnologie, mais également en santé humaine, puisqu'elle est impliquée dans un certain nombre de dysfonctionnements comme le mélanome ou même la maladie d'Alzheimer dans le cadre de la neuromélanine. Mais en fait, son principal intérêt, en termes industriels, ce n'est pas du tout dans ces problèmes de santé humaine comme le mélanome, mais son principal intérêt, c'est en dermatologie pour le blanchiment de la peau. 80% des produits dermatologiques, 80% du marché concernent le blanchiment de la peau. Alors on verra tout à l'heure, brièvement, ce que ça veut dire. L'autre enzyme, c'est celle dont tu as parlé, je pense, la semaine dernière, qui est la méthanomonooxygénase membranaire, qui effectue, donc, comme son nom l'indique, des réactions d'oxydation des alcanes, du méthane en méthanol. Et son principal intérêt, bien entendu, en biotechnologie. Il y a ensuite donc, un petit groupe de 3 enzymes, dopamine, tyramine, bêta-monooxygénase et peptidyl alpha-hydroxylatine monooxygénase. Ce sont des enzymes humaines qui interviennent dans la biosynthèse des neurotransmetteurs de type peptidique, comme le neuropeptide Y, mais également des neurotransmetteurs de type catécholamine. Alors, il existe notamment la T-bêta-M, la tyramine bêta-monooxygénase, que l'on retrouve donc, chez certains insectes. Et puis la toute dernière, qui est la GH61, alors qui a été baptisée glycosylhydrolase, mais parce qu'on s'était un petit peu mépris sur sa fonction, et en fait, il faudrait l'appeler plutôt glycosylhydroxylase. C'est la première enzyme qui est active qui a été découverte dans ces dernières années et qui est active sur les sucres. Et son intérêt principal, bien entendu, c'est en termes de biotechnologie. Alors, associés à ces 4 catégories d'enzymes sont associés, bien entendu, des sites actifs. Binucléaires pour le cas de la tyrosinase, qui est représentée ici, avec une distance intercuivre de l'ordre de 3 à 4 angstroms. Binucléaire également pour la méthanomonooxygénase membranaire. Mais là, la coordination est un petit peu différente, on va y revenir. Et puis, on va dire mononucléaire pour D-bêta-M, T-bêta-M et PHM. Alors, dans leur site actif, il y a 2 atomes de cuivre, mais leur distance est tellement grande, supérieure à 11 angstroms, qu'on peut les considérer comme des enzymes mononucléaires à cuivre. Et puis la toute dernière, qui, elle, sans ambiguïté, est une enzyme mononucléaire. Alors, nous, on s'intéresse à ces enzymes en l'abordant par ces 2 aspects, à la fois sur l'aspect biochimique et biologique, en étudiant, en purifiant, exprimant les enzymes, mais également au niveau de petits modèles, de molécules qui vont reproduire ce que l'on sait du site actif de cette enzyme. Alors ça, c'est une approche très classique dans ce domaine,
Et donc, notamment, ça a commencé donc, par des modèles biomimétiques où je dirais que les modèles biomimétiques ont permis une meilleure connaissance du site et du fonctionnement, du site actif et du fonctionnement des enzymes. Je vais donner un exemple tout à l'heure. Mais beaucoup plus récemment, et grâce au progrès des biotechnologies, purification d'enzymes qui permettent d'avoir des quantités importantes d'enzymes et de plus en plus pures, mais également grâce au progrès des méthodes spectroscopiques, on est capable cette fois-ci de travailler directement sur l'enzyme pour connaître mieux sa fonction et sa structure de site actif. Et c'est là qu'est apparu maintenant un autre type de modèle qu'on appelle bio-inspiré, qui va tirer parti de toutes ces connaissances sur l'enzyme de ces enzymes pour construire des catalyseurs qui vont reproduire l'activité. Donc je pense notamment aux travaux importants, notamment faits dans le groupe de Marc Fontecave sur les hydrogénases à nickel-fer ou à fer-fer. Alors on va commencer donc par ma description par les enzymes, les vraies enzymes binucléaires, tyrosinase et PMMO. Alors la tyrosinase est l'enzyme qui synthétise la mélanine et le précurseur de toutes les mélanines, de beaucoup de mélanine, est la dopaquinone. Et cette dopaquinone est synthétisée à partir de la tyrosine par la tyrosinase, qui catalyse cette enzyme, catalyse à la fois deux réactions, une réaction de monooxygénation, avec introduction d'un atome, un hydroxy en ortho du groupement phénolique, et la deuxième réaction, c'est une réaction d'oxydation du catéchol en quinone. Alors cette enzyme, comme je le disais tout à l'heure, est présente est ubiquitaire, bactéries, champignons, plantes, mammifères, et elle appartient à ce qu'on appelle donc les enzymes de type 3, ou binucléaires couplées, en raison de la structure du site actif, qui est constituée donc de deux atomes de cuivre, distants d'un peu moins de 4 angstroms, et chaque cuivre est environné par trois résidus imidazole trois noyaux imidazole qui proviennent de résidus histidine. Alors dans cette catégorie, on retrouve un certain nombre d'enzymes, dont la tyrosinase, mais également l'hémocyanine, qui est un transporteur d'oxygène chez certains mollusques et arthropodes, également les araignées, et on trouve également une autre enzyme qui est la catéchol oxydase, qui est une enzyme de plante. Alors, s'est posé très longtemps la question de savoir quelle est l'espèce cuivre-oxygène responsable de la transformation, dans l'oxydation de la tyrosine en L-dopa. Alors, ces travaux ont commencé par une étude sur l'hémocyanine, et notamment par l'étude de petits modèles qui reproduisent le site actif. Et vous voyez donc ici un modèle, ça c'est l'enzyme, l'hémocyanine, avec sous l'état réduit, cuivre 1, qui réagit donc avec l'oxygène pour donner un complexe cuivre-oxygène stable, qui présente un certain nombre de caractéristiques spectroscopiques, comme l'EXAFS, un Raman, l'UV visible, et également une caractéristique intéressante, c'est son signal RPE silencieux, bien que les deux atomes de cuivre sont des atomes de cuivre 2, donc paramagnétiques, mais le couplage de ces deux atomes de cuivre via le pont oxygéné rend l'ensemble diamagnétique. Alors longtemps, on s'est posé la question de savoir quelle était la structure de cette entité cuivre-oxygène. Et là, c'est les modèles qui ont apporté pour la première fois donc, la réponse à cette question. Et c'est Kitajima au Japon qui, avec ce complexe modèle du site actif de l'hémocyanine, a isolé un complexe peroxo de type mu état 2 état 2 qui possède des caractéristiques spectroscopiques identiques, ou en tout cas très proches, de l'oxyhémocyanine, représentée ici. Notamment les distances intercuivres, le Raman, mais également la propriété donc, silencieuse de la spectroscopie RPE. Ce n'est que plus tard, quelques années plus tard, que Magnus et Wim Hall aux États-Unis ont réussi à cristalliser l'oxyhémocyanine de la limule. La limule, c'est un crustacé qu'on appelle horseshoe crab. Et donc, grâce donc, à cet animal, on a pu isoler et cristalliser donc l'oxyhémocyanine
et montrer qu'effectivement, sa structure était en tout point comparable avec celle du modèle proposé par Kitajima. Alors maintenant, beaucoup plus tard, on a eu, il y a moins de 5 ans maintenant, obtenu les premières structures de l'oxytyrosinase et montré qu'effectivement, l'oxytyrosinase possède le même type de structure du complexe peroxo. Alors là, en ce qui concerne l'activité de la tyrosinase, donc la tyrosinase est capable d'oxyder des phénols en catéchols et en catéchols puis en quinone, mais également d'oxyder des catéchols en quinone. Alors vous voyez ici donc une structure de la tyrosinase de champignon, et vous voyez ici donc une cavité avec les deux boules rouges ici représentent les deux atomes d'oxygène de l'entité peroxo, et vous pouvez peut-être voir ici en jaune les deux atomes de cuivre. Vous voyez donc qu'il y a juste une fente dans laquelle va pouvoir interagir donc le phénol, le substrat. Et donc, on a fait une étude au laboratoire en collaboration avec les collègues de Grenoble, Catherine Bell et Hassen Boumengel, une étude de l'accessibilité de cette poche-là, et on a montré qu'effectivement, elle était très sensible à la substitution du noyau aromatique, notamment sur cette série d'orones, ici, là, qui sont des produits naturels. Seuls les produits ici en rouge, qui ne possèdent pas de substituant, ou en tout cas le groupement hydroxyle est en position para par rapport à l'autre partie de la molécule, sont des substrats de l'enzyme. Alors ceci était très important dans la mesure où on voulait faire des inhibiteurs, et notamment on a... comment on revient en arrière? Voilà. Donc on a essayé de tenir compte de cette cavité qui est comme une boîte aux lettres dans laquelle on va mettre une lettre, un paquet. Vous voyez, donc on peut deviner qu'il va y avoir du p-stacking qui va stabiliser donc, le noyau aromatique, et juste ici bien positionner donc, le cœur, le cuivre-oxygène, avec lequel va pouvoir interagir le substrat. Donc nous sommes intéressés, en collaboration donc, avec une société de dermatologie, la société Pierre Fabre, à préparer donc, des inhibiteurs de cette enzyme. Et donc nous avons utilisé une approche qui consiste à remplacer ici le noyau aromatique par un catéchol, entre guillemets un catéchol qui n'est non oxydable, notamment donc, cette pyridinone, hydroxypyridinone. Et donc nous avons développé donc, un certain nombre de molécules qui possèdent des caractéristiques d'inhibition intéressantes. Et ce sont à l'heure actuelle, ce sont certainement les meilleurs inhibiteurs de l'enzyme décrits dans la littérature. Donc c'était grâce à la connaissance de cette structure, de cette poche, dans laquelle va pouvoir interagir le phénol, qu'on a pu mettre au point donc, ces molécules. Alors, en ce qui concerne le mécanisme proprement dit, le mécanisme d'oxydation, tous les travaux effectués sur l'enzyme, mais également sur les modèles, sont d'accord pour proposer que la première étape, c'est la déprotonation du phénol en phénate, qui va venir donc se fixer sur un des deux atomes de cuivre, en même temps qu'une histidine va se détacher de son cuivre pour conduire donc à ce qu'on peut appeler un phénate de cuivre. Et on a montré, grâce au modèle, que la réaction est en fait une attaque électrophile du groupement peroxo ici par le noyau aromatique, comme il est décrit sur ce schéma. Donc toutes les données et tous les travaux effectués sur le mécanisme de cette enzyme sont d'accord avec le mécanisme suivant. Alors en ce qui concerne parce que je vous ai dit tout à l'heure que cette enzyme-là réagissait également avec des catéchols. Alors en ce qui concerne la réaction avec le catéchol, se pose le problème de l'approche du catéchol sur un centre bimétallique comme celui de la tyrosinase. On peut envisager que les deux atomes d'oxygène du catéchol viennent se fixer sur les deux atomes de cuivre dans un mode de liaison comme celui-là, qu'on appelle binding. Mais également, on peut imaginer que, comme dans le cas de la tyrosinase, il va se fixer uniquement sur un des deux atomes de cuivre. Ou alors, on peut imaginer également un mode intermédiaire dans lequel un des deux atomes d'oxygène du catéchol ponte les deux atomes de cuivre.
Alors on a essayé de répondre à cette question, qui est une question fondamentale et d'intérêt, je dirais, purement fondamental. Et on a repris donc une étude en utilisant cette fois-ci ce qu'on appelle des analogues de l'état de transition, ou tout simplement des catécholes, des modèles de catécholes qui ne sont pas oxydables, de telle sorte qu'on va pouvoir étudier l'interaction de cette molécule avec un centre bimétallique sans risquer une réaction d'oxydation, et donc pouvoir piéger donc, ces intermédiaires-là. Alors, une autre molécule capable d'interagir de cette façon, c'est l'acide kojique, qui est cette molécule qui est représentée ici, c'est un produit naturel. Et une première étude de Luigi Bubacco en Italie, donc et grâce à une étude XAF d'absorption X, avait proposé un mode d'interaction qui est représenté ici, donc qui est un mode d'interaction intermédiaire au mode binding et au mode chelate. Donc nous, on a repris cette étude et avec Catherine Bell à Grenoble. Et donc on a utilisé des modèles qui avaient été mis au point donc, dans son laboratoire avec Stéphane Torelli, qui sont représentés ici. Alors ce ne sont pas des modèles fonctionnels de tyrosinase, dans la mesure où ils ne sont pas capables de faire des réactions d'oxydation de phénol, mais ce sont des modèles de catéchol oxydase, la deuxième activité de l'enzyme, oxydation des catéchols en quinone. Alors les deux modèles diffèrent de l'un par rapport à l'autre, c'est simplement ici par le nombre de carbone qui se trouve entre l'azote ici, l'amine tertiaire ici, et la pyridine. Ici, on a un seul atome de carbone, ce qui nous donne ici un métallacycle à 5 chaînons, alors qu'ici, on en a 2 et on a donc un métallacycle à 6 chaînons. Et on a étudié donc la complexation de la molécule HOPNO, donc le modèle de catéchol sur ces deux complexes. Et on a observé que, par exemple, avec celui qu'on appelle NO11, avec un métallacycle à 5 chaînons ici, on observe un mode de fixation chélate de la molécule d'HOPNO. Donc l'HOPNO se fixe sur un seul des deux atomes de cuivre. Alors que celui qui possède 2 carbones, ici, entre l'azote et la pyridine, on observe un mode binding entre les deux atomes de cuivre. Alors, si on regarde bien, si on regarde un peu de plus près le site actif de la tyrosinase sous sa forme ici, peroxo, on se rend compte que les deux atomes de cuivre ne sont pas complètement équivalents. Ils ont le même type de ligand, 3 ligands histidines chacun, mais leur géométrie, leur configuration est légèrement différente, comme en témoigne le facteur tau que l'on peut mesurer. Donc il y a une certaine dissymétrie. Donc on s'est dit qu'il va falloir introduire une dissymétrie dans le complexe modèle qu'on va étudier. Et c'est la raison pour laquelle on a synthétisé donc, avec Catherine Bell un complexe dissymétrique où d'un côté on a un carbone entre l'azote, l'amine tertiaire et la pyridine, donc ce qui donne un métallacycle à 5 chaînons, et de l'autre côté on a un métallacycle à 6 chaînons parce qu'on a 2 atomes de carbone. Donc vous voyez ici donc, les facteurs tau qui dénotent donc une dissymétrie des deux centres métalliques. Et alors là, par chance, on est tombé donc, sur un Laduit exactement intermédiaire entre le mode binding et le mode chelate, dans lequel un des atomes d'oxygène du modèle de catéchol se lie donc aux deux atomes de cuivre. Et donc, si on analyse de près les données structurales de ce modèle-là, qui sont en tout point proches des données XAFS obtenues par Luigi Bubacco sur l'acide kojique. Alors on a eu assez de chance, puisque avec 3 modèles, 2 modèles symétriques et un modèle dissymétrique, on est arrivé à avoir les 3 modes de fixation possibles pour un pseudo-catéchol sur un centre bimétallique. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est d'aller Soleil pour faire des études d'absorption X. Donc, juste pour la petite histoire, ces mesures étaient prévues pour le mois de décembre dernier, mais bon, il y a eu des fuites dans le Soleil. Le Soleil était inondé, donc ça a été repoussé. On y va la semaine prochaine. Donc, voilà, donc nous avons des modèles maintenant en main, bien caractérisés, qui vont nous permettre de pouvoir les comparer, grâce à l'absorption X,
aux données obtenues sur les tyrosinases de champignons, mais également de bactéries et humaines. Alors maintenant, je voudrais aborder le problème de... Là, ce que je vous ai présenté, là, ce sont des modèles structuraux pour nous aider à étudier donc, la structure de différents intermédiaires impliqués donc, dans la catalyse d'oxydation de la tyrosinase. Maintenant, un autre aspect qui est intéressant, c'est d'essayer de faire des modèles fonctionnels, c'est-à-dire des modèles qui vont reproduire la réactivité de la tyrosinase, c'est-à-dire l'oxydation des phénols, et ça de façon catalytique. Alors, il y a un certain nombre dans la littérature, il y a même un grand nombre de modèles. Donc, j'en ai choisi qu'un, c'est le plus récent, qui est de Daniel Stack, et qui est certainement qui est le plus récent, mais qui est également le plus simple. Il est très simple parce qu'il part d'un complexe de cuivre 1 avec un imidazole méthylé ici, qui mélange dans du méthyle-THF à moins 125 degrés, c'est pour ça qu'il utilise le méthyle-THF. Et sous atmosphère d'oxygène, il obtient donc un complexe cuivre peroxo. Donc il n'a pas de structure aux rayons X, mais il a des données spectroscopiques, notamment d'absorption X, qui montrent, enfin, qui laissent envisager qu'on a une structure de ce type-là, comme pour la tyrosinase. Et donc il a étudié la réactivité de cette entité avec des phénols, avec une grande variété de phénols. Il a observé donc qu'effectivement il y avait réaction d'oxydation. Le problème, c'est que ce n'est pas un système catalytique, c'est que, vous voyez, les rendements ici sont basés par rapport au complexe et que la réaction fait moins d'un seul tour. Mais c'était un modèle important et intéressant parce qu'il a permis donc de confirmer et de vérifier un certain nombre de caractéristiques, notamment le type de réaction d'oxydation qui est une substitution électrophile. Alors, il existe malgré tout des complexes capables de faire quelques tours. Alors, il y a très longtemps, c'était il y a un peu plus de 20 ans, on avait donc mis au point ce complexe binucléaire là, de cuivre, et on avait observé effectivement donc, une activité catalytique avec un turnover number relativement faible, mais on faisait plus qu'un tour. Plus récemment, Félix Toucek en Allemagne s'est acharné à démontrer que l'utilisation d'un complexe binucléaire n'était pas capitale, puisque sur ce petit complexe, était capable de reproduire grosso modo les propriétés donc, catalytiques du complexe binucléaire, en tout cas en termes des turnovers, mais pas en termes de rapidité de cinétique de la réaction. Donc ça, à l'heure actuelle, ce sont, à ma connaissance, les deux seuls modèles vraiment catalytiques de la tyrosinase. Alors ceci amène à un problème important, c'est on doit contrôler la formation de cette entité-là, comme le fait la tyrosinase, et éviter de réactivité ultérieure, comme par exemple le passage à une entité bis-muoxo de type cuivre 3. Alors ça, c'était un travail qui a été publié en 1996 par Tolman. C'est certainement un des résultats les plus importants et des plus importants de ces dernières dizaines d'années. Tolman en prenant donc un complexe de cuivre 1 avec un ligand très connu, le TACN, a montré qu'à moins 80, on était capable de former une entité de type mu-état 2 peroxo. Tolman a réussi donc à cristalliser ce complexe et en étudier donc sa structure ions X, donc voici là, à peu près les principales caractéristiques. Mais la chose la plus intéressante, c'est que quand, une fois isolé ce complexe, mis dans du dichlorométhane, ce complexe évolue vers un autre complexe, le bis-muoxo, où les deux cuivres sont au degré d'oxydation formel 3. Ceci résulte de la coupure homolytique de la liaison oxygène-oxygène. Tolman a réussi donc à isoler ce complexe, à le cristalliser et à étudier donc sa structure, et bien montrer donc qu'on avait affaire donc à
une nouvelle entité bien caractérisée, bismuoxo de cuivre 3. Et la chose la plus intéressante et la plus étonnante, c'est que quand on prend ce complexe isolé, qu'on le remet dans le THF, il reconduit à la formation du peroxo. Donc on a un équilibre entre ces deux entités qui dépendent des conditions de la réaction. Alors, en fait, cette réaction-là a été étudiée sur le ligand TACN, mais on la retrouve avec à peu près n'importe quel type de ligand de type azoté, comme représenté ici, avec 3 ligands azotés. Et donc, par exemple, vous voyez, à basse température, on obtient ici donc, les caractéristiques spectroscopiques d'une entité de ce type-là, mais lorsqu'on remonte en température, on passe à un cuivre 3, et ce cuivre 3 ne va pas rester comme ça, sage, dans le tube de Schlenk ou dans le ballon, et comme il y a généralement des traces de cuivre 1 qui résultent de la réaction équilibrée ici, donc on se retrouve à la fin de la réaction avec une entité bismuoxo de cuivre 2, qui est en fait, l'ensemble est une réduction à 4 électrons de l'oxygène. Et une fois qu'on est là, on a terminé. Donc toute la difficulté quand on veut faire des modèles catalytiques de ces enzymes-là, c'est qu'il faut arriver à contrôler ces étapes-là et arriver à bloquer sur l'entité cuivre 3 mu-oxo ou l'entité peroxo. Alors, avec ce type de complexe, on a essayé d'oxyder des substrats exogènes. Donc, on arrive à oxyder les phosphines en oxyde de phosphine, mais ça, c'est pas très difficile. Le groupe de Carlin a réussi à oxyder des sulfures en sulfoxyde. C'est pas très compliqué non plus. Mais quand on veut oxyder, par exemple, un alcane, le toluène, on n'arrive pas. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que dans certaines conditions, avec ce type de ligand, et en fonction de ce qui se trouve fixé sur l'azote, sur l'amine, on peut avoir des réactions intramoléculaires de transfert d'oxygène. Alors bien entendu, on n'a pas de réaction catalytique, on a simplement une réaction intramoléculaire, le catalyseur est détruit, mais quand même, cette réaction-là est assez intéressante puisqu'elle va nous permettre de mieux aborder la réactivité et de mieux connaître la réactivité de ces espèces cuivre-oxygène. Et notamment, quand on a ici donc, une phényléthylamine ou une cyclopentylaminoendane, on observe des réactions de transfert d'oxygène pour donner des alcools, une oxydation benzylique. Donc ça a été montré par Ito et Fukusumi, et puis nous au laboratoire sur le dérivé endane. Alors ça, c'était intéressant parce que ça va nous permettre donc de mieux étudier la réaction, et notamment dans le cas des dérivés endanes, puisque les dérivés endanes, ce sont des molécules symétriques qui possèdent 2 atomes benzyliques, donc 2 positions qui sont susceptibles d'être oxydées, mais que grâce, par exemple, à la substitution du noyau aromatique, on peut arriver à désymétriser. Par exemple, ici, en introduisant un méthoxy, on peut activer ou désactiver cette position. Et pareil, si on met un groupement électron-attracteur. On peut étudier également des homologues supérieurs où on a donc 2 positions benzyliques, mais quand même différentes. Et puis ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut substituer donc les 2 positions par des deutériums et pouvoir étudier l'effet isotopique de la réaction. Alors on a étudié donc sur ces ligands, donc là j'ai représenté que les ligands, mais bien entendu on a étudié les réactions sur les complexes de cuivre. Et on a étudié donc 3 types de réactions, le cuivre 1 avec de l'oxygène, du cuivre 2 avec de l'eau oxygénée, une base, et du cuivre 2 avec de l'oxygène mais un réducteur, comme dans les conditions enzymatiques, et une base, donc le réducteur c'est la benzoïne. Alors tous les résultats que nous avons obtenus, donc je ne vais pas les détailler ici, ce sont des résultats qui sont maintenant assez anciens, montrent qu'on a uniquement une cis-hydroxylation par rapport à l'azote ici, et que dans le cas où on a ici la présence d'un groupement méthoxy, on active cette position-là, donc on a essentiellement de l'hydroxylation ici et pas ici. Dans le cas d'un cyano, on a un mélange à peu près équimoléculaire
des deux produits. Et dans ce cas-là, même quand on a la présence ici d'un groupement activateur qui active cette position-là, nous avons toujours de l'oxydation sur cette position ici, qui est en position bêta par rapport à l'atome d'azote. Alors tout ceci pour dire, pour en conclure, qu'on a bien une réaction qui a lieu dans la sphère de coordination du métal et qu'on n'a pas affaire à des réactions qui pourraient, par exemple, faire intervenir des radicaux H au point, comme ça peut être le cas, qui iraient taper un petit peu où ils en auraient envie. Donc, de ces travaux, on en a conclu ça, donc réaction à l'intérieur, dans la sphère de coordination du métal, et que vraisemblablement, on avait affaire à des réactions radicalaires, faisant intervenir la formation donc, de radicaux benzyliques, ce qui explique donc la stabilisation par le groupement méthoxy. Alors, avec les dérivés de Théré, on a pu également mesurer un effet isotopique de cette réaction, puisque l'arrachement de l'hydrogène ici va être plus facile que l'arrachement du deutérium. Et donc, le rapport des produits A et B qui vont résulter de cette transformation va nous donner une estimation de l'effet isotopique. Alors, ce qu'on a observé, là, c'est que dans le cas du complexe cuivre-oxygène, cuivre 1 oxygène ou cuivre 2 oxygéné, on a un effet isotopique qui est à peu près équivalent, de l'ordre de 10. Par contre, lorsqu'on fait la réaction avec de l'oxygène en présence, cuivre 2 en présence de réducteur, on a un effet isotopique qui est un petit peu plus faible. Alors ceci déjà suggère que vraisemblablement, dans ce cas-là, on a des intermédiaires réactionnels différents d'avec la réaction entre le cuivre 1 et l'oxygène et cuivre 2 oxygéné. Pour vous en convaincre, on a étudié le même type de réaction, mais cette fois-ci non pas avec ce qu'on appelle ici pompeusement un substrat activé avec des positions benzyliques, mais simplement sur des carbones non activés avec un propyle ou un cyclopentane. Et ce qu'on a observé, c'est que nous observons du transfert d'oxygène uniquement dans le cas où on travaille avec un réducteur qui est la benzoïne. On n'observe aucune oxydation dans le premier cas, cuivre 1 oxygène ou cuivre 2 oxygéné. Alors ceci nous a amené donc à proposer un mécanisme qui résume un petit peu tous ces résultats. Donc la première étape, cuivre 1, on forme, comme on l'a déjà observé, un complexe peroxo de type mu état 2, état 2. De la même façon que la réaction d'un cuivre 2 avec de l'eau oxygénée en présence de base. Et donc là, on a des entités qu'on retrouve dans le cas de la tyrosinase. Cette entité-là peut évoluer, comme l'a montré Tolman, en bis-muoxo cuivre 3, responsable d'un certain nombre d'oxydations, benzyliques notamment. Mais dans le cas où on a un réducteur, donc on rajoute un électron, on peut accéder donc à ce qu'on propose, des valences mixtes, cuivre 3, cuivre 2, qui vont être capables d'oxyder des ligands non activés. Et ça, c'est à rapprocher de la méthane-monooxygénase. La méthane-monooxygénase membranaire, donc c'est cette enzyme qui effectue cette transformation. C'est un hétéro alpha 2, bêta 2, gamma 2 oligomère. Et donc voici ici la structure complète, donc c'est une protéine membranaire. Et le centre réactif est localisé ici dans la sous-unité PMOB. Et Ami Rosenzweig a montré très récemment, l'année dernière, que sur ce type, donc en isolant, en travaillant sur la partie PMOB, donc là où se trouve le centre de cuivre, donc a montré que par réaction de ce centre en présence d'oxygène ou en présence d'eau oxygénée, on avait la formation d'une entité de type mu état 2, état 2, qui dans cet état-là n'est pas du tout active vis-à-vis du méthane. Elle a besoin des autres sous-unités pour l'activer et vraisemblablement pour conduire à la formation d'un composé à valence mixte cuivre 2, cuivre 3. Alors ceci est étayé par des calculs de Oshizawa au Japon
qui a étudié donc les capacités oxydantes d'un complexe bismuoxo de cuivre 3, cuivre 3, par rapport à celle d'un valence mixte cuivre 2, cuivre 3. Et donc, de ces calculs, donc je vous fais un résumé rapide, a montré que donc, cette entité-là n'était pas capable de transférer un atome d'oxygène sur le méthane, et que pour espérer un transfert d'oxygène, il fallait couper ici de façon hétérolytique la liaison carbone-oxygène, pour donner une entité comme ça, où moi j'ai envie de placer un anion sur cet oxygène-là. Et donc là, il étudie un certain nombre de chemins réactionnels dans lesquels il fait intervenir donc, un anion qui arracherait un proton sur le méthane, chose qui me semble peu probable. Et d'ailleurs, donc, les calculs l'ont démontré, était peu probable par rapport à la réaction qui fait intervenir un valence mixte cuivre 2, cuivre 3, qui vraisemblablement fait intervenir donc un arrachement radicalaire d'un atome d'hydrogène sur le méthane avec une recombinaison de l'oxygène sur le radical du méthane. Donc, très vraisemblablement, il faut être prudent aussi, donc l'entité valence mixte cuivre 2, cuivre 3 est l'entité capable d'oxyder des carbones non activés. Donc je vais terminer par les sites mononucléaires, en allant rapidement, donc, puisque je ne suis pas très en avance. Donc sur ces enzymes-là qui interviennent, D-bêta-M et T-bêta-M, qui interviennent sur la biosynthèse des catécholamines, norépinéphrine et octopamine. Donc ce sont des monooxygénases. Leur source est glande surrénale de mammifères ou les insectes. Donc c'est une enzyme qui est très difficile à travailler parce qu'on n'a pas à l'heure actuelle de source de protéines recombinantes. Donc si on veut travailler sur cette enzyme-là, il faut aller aux abattoirs récupérer les glandes surrénales. L'autre enzyme, qui est la PAM, qui est l'enzyme qui participe à c'est une enzyme qui participe à la maturation d'un certain nombre de neuropeptides, des neuropeptides amidés, comme la substance P ou l'ocytocine, ou le neuropeptide Y. Donc c'est une enzyme qui est bifonctionnelle, qui possède deux domaines, un domaine monooxygénase, dans lequel donc, on a une réaction d'hydroxylation de la glycine C-terminale pour donner une hydroxyglycine, et un second domaine, qui est un domaine liase, dans lequel donc, on va faire l'hydrolyse, on va catalyser l'hydrolyse de l'hydroxyglycine en peptide amidé. Donc le premier domaine, c'est un domaine monooxygénase à cuivre, alors que l'autre, c'est un domaine dans lequel intervient un atome de zinc. Donc les sources sont le rat, le bœuf. Donc cette enzyme, on peut aller la purifier à partir des oreillettes gauches du cœur. Alors, oreillette gauche et pas la droite. Pendant très longtemps, c'est très difficile de reconnaître sur un cœur la droite de la gauche. Et pendant très longtemps, on a croyait purifier de l'enzyme à partir de l'oreillette droite. Et en fait, on croyait purifier une enzyme qui n'était pas active, mais en fait, il n'y en avait pas, donc parce qu'il fallait se focaliser sur la gauche. Maintenant, on sait reconnaître l'oreillette gauche et droite d'un cœur. Mais cette enzyme, donc notamment la forme humaine, est exprimée dans les cellules ovariennes de hamster. Alors, ce n'est pas un système d'expression extrêmement pratique. Et grosso modo, il existe un groupe dans le monde qui est capable et qui possède cette enzyme, c'est le groupe de Betty Hyper aux États-Unis. Et donc, tous les résultats que je vais vous présenter en termes de structure et de cinétique viennent de ce groupe. Donc, le site actif, le voilà. Donc, vous voyez, Betty Hyper, en 1997, a montré donc deux centres métalliques à cuivre, distants de 11 Armstrong, un site CUB ou CUM, qu'on peut appeler CUB ou CUM, constitué donc de 2 histidines plus une méthionine, et un site CUA ou CUH, constitué donc de 3 histidines. Le site CUB est le siège de réaction avec l'oxygène et le siège de la réaction d'oxydation, alors que le site CUA
ou CUH, est responsable dans le transfert des électrons qui sont nécessaires pour que la réaction puisse se passer. Alors, des deux sites, le plus accessible, c'est le CUB. Et notamment, un certain nombre de structures sont disponibles maintenant. L'adduit avec le monoxyde de carbone, l'azoture ou les nitrites. Donc ces molécules, ces petites molécules, se fixent essentiellement sur le site CUB. Et le site CUA est absolument n'est pas touché dans les conditions de ces réactions. Et tout simplement, on y voit là un moyen de maintenir l'intégrité de ce site pour le transfert d'électrons. Alors, on avait des structures avec des ligands que je viens de décrire, mais on a également des structures, des formes oxy, et notamment, toujours hyper, à isoler, donc, à caractériser donc, la formation d'une entité Cu2-oxo, superoxo, qui peut être décrite également comme une entité Cu1 oxygène. Amsel, c'est le groupe de Hyper aussi, a isolé cette fois-ci très récemment une entité publiée cette année, en début d'année, une entité peroxo, tout simplement par réaction de l'enzyme avec de l'eau oxygénée. Donc la question qui se posait, c'était de savoir quel était le mécanisme d'oxydation catalysé par ces enzymes, à savoir est-ce que c'est une entité superoxo ou une entité peroxo qui était responsable des réactions catalytiques. Alors on a étudié, donc, nous, il y a quelques années, avec Patrick Slama, donc, la réaction de l'enzyme, la DBTM, en présence d'un donneur d'ion superoxyde, et on a montré qu'effectivement, le superoxyde était capable de réagir donc, avec la DBTM pour conduire à la formation donc, du produit d'oxydation. Et on a mesuré des constantes des K4 qui sont nettement moins bons que le K4 avec l'oxygène, mais quand même, on a réussi donc à observer, donc, à montrer qu'on pouvait avoir formation du produit de la réaction dans les conditions avec en présence du superoxyde. On a essayé avec l'eau oxygénée, et là, donc, avec l'eau oxygénée, la seule chose que nous observons, c'est une inactivation de l'enzyme, vraisemblablement par l'oxydation. Et l'oxydation donne des résidus, et le site le plus probable, c'est la méthionine, qui peut conduire à un dérivé de type sulfoxyde. Parallèlement à ça, quelques années plus tard, Blackburn a étudié donc, la réaction de la PHM avec l'eau oxygénée et a montré qu'on pouvait faire de l'oxydation. Mais il a rapidement montré qu'en fait, l'eau oxygénée il y avait un effet catalase qui permettait donc de réduire les cuivres 2 en cuivre 1. Et comme dans la catalase, il y a formation d'oxygène, c'est l'oxygène qui était libéré qui conduisait donc à la formation du superoxyde, qui, d'après Blackburn, est l'entité responsable de l'oxydation. Alors, notamment, ils ont montré ça en préparant des mutants. Betty Eipert a préparé des mutants, notamment un mutant sans le cuivre H. Et donc, ils ont montré que dans ces conditions-là, on n'avait pas de réaction d'oxydation. Donc, les conclusions de Blackburn et Eipert, c'est que l'entité oxydante, c'est le superoxo. Alors, ceci est tout à fait raisonnable dans la mesure où Olivia Reynaud a montré donc, avec les calixarènes chapeautés ici, donc un cuivre 1 isolé, qu'en présence d'oxygène, on avait donc une oxydation ici d'une position benzique de la pyridine pour donner ici donc une lactone, un ester. Ici, donc, et l'explication qui est proposée donc, par Olivia Reynaud, c'est la formation d'une entité superoxo. Ce superoxo arrache un hydrogène en position benzylique pour donner ce radical et transfert d'un peroxyde, du cuivre, vers le radical carboné ici et perte en milieu basique, enfin, perte de ce proton avec libération de vos chemins, conduit donc à la formation donc, de cet ester.
Donc ce mécanisme est très raisonnable. Il y a eu même, je crois, des calculs qui tendaient à le prouver. Et comme dans beaucoup de choses, il ne faut rien laisser traîner parce que, surtout en présence de Ito et Fukuzumi, on fait la même chose. Donc sur des complexes modèles, comme représenté ici, donc, ils ont observé donc, ces complexes en présence d'oxygène conduisaient donc, à la formation donc, de cette entité-là. Et donc on fait des calculs DFT. Et donc on proposait donc, un transfert, comme le cas proposé par Olivier Reynaud, donc un transfert d'un hydroperoxyde du cuivre vers le radical pour donner quelque chose qui est décrit ici. Et donc moi, sur ce schéma-là, il me manque des électrons. Et j'ai lu l'article en fond du début jusqu'à la fin. Si vous êtes d'accord avec moi, je ne sais pas comment on passe de cet état-là à celui-là sans mettre d'électrons. Donc, mais en tout cas, donc, cette possibilité de transfert d'hydroperoxyde du cuivre vers le radical est une solution qui est envisageable et c'est là, je dirais que de tous les mécanismes proposés pour cette enzyme, je ne les ai pas énumérés là, cette possibilité reste la plus intéressante et certainement la meilleure. Alors, ce qui m'amène, pour terminer, donc, à vous présenter donc, la toute dernière enzyme monooxygénase à cuivre, qui est la GH61. Alors, ce sont des protéines qui sont connues depuis très longtemps et qui avaient été classées dans les carbohydrates binding proteins, des protéines qui se lient au sucre. Plus récemment, un article dans Science, que je n'ai pas mentionné là, ont publié un article démontrant donc une activité catalytique de l'enzyme, et notamment dans la réaction d'oxydation des sucres. Et ils ont décrit dans Science, pour la première fois, une monooxygénase à zinc. Et leurs arguments expérimentaux étaient clairs. On prend l'enzyme, et puis on la fait réagir, enfin on la lave avec de l'EDTA, et on la met dans les conditions catalytiques, et on rajoute des quantités croissantes de zinc et également de magnésium, et on observe une réactivité. Seulement, on nous aurait dû faire peut-être un spectre RPE entre-temps, parce que le cuivre est très fortement lié à l'enzyme, et on ne l'enlève pas avec de l'EDTA. Et bien, tout simplement, ce qu'ils observaient, c'était un effet de type Lewis, hein, on va le voir tout à l'heure, des atomes de zinc dans cette réaction. Donc, un autre article publié un an après a bien montré qu'on avait affaire à une protéine à cuivre. Donc, ici, le spectre RPE enlève toutes les ambiguïtés. Et donc, le site actif est assez intéressant. L'atome de cuivre a 3 ligands azotés, donc une histidine, et l'histidine N-terminale qui est liée par son NH2 et par son noyau imidazole qui est méthylé. Donc on a une méthylhistidine. Alors nous, au laboratoire, il se trouve qu'à côté de notre campus, il y a un laboratoire de l'INRA qui possède depuis très longtemps cette enzyme-là, enfin cette protéine-là, et qui la surexprime depuis des années dans des levures, des champignons. Et donc, ils nous ont donné l'enzyme et nous l'avons exprimée, mais le problème, c'est qu'on l'exprime sans l'histidine méthylée. Donc, là, on a une histidine normale et cette absence de méthylation ne semble pas gêner pour l'activité. Donc, ça, c'est également quelque chose qu'il va falloir étudier. C'est le rôle de la méthylation de cette histidine dans le site actif, dans le maintien du cuivre dans le site actif, mais également dans la réactivité. Une autre chose importante, c'est qu'il n'y a pas très loin une tyrosine qui n'est pas liée au cuivre, mais qui n'est pas très loin. Alors, est-ce qu'elle pourrait intervenir dans la catalyse? La question se pose. Donc voilà la réaction qui est catalysée par cette enzyme, donc sur des polysaccharides.
sont des enzymes qui sont capables d'oxyder ici, d'introduire un atome d'oxygène dans une liaison CH sur le carbone anomérique ici, pour conduire à des composés comme ça. Et donc c'est là que, bien entendu, le zinc ou le magnésium peut intervenir en accélérant la coupure de la liaison glycosidique, alors ce qui conduit donc à une lactone et également un sucre. Donc la coupure peut se faire sur cette position ou celle-là, et tout dépend de la structure, tout dépend de l'enzyme qui est utilisée. Donc vous voyez, ce sont des résultats qui sont très, très récents et sur lesquels nous avons commencé à travailler sérieusement. Alors je ne peux pas en dire plus parce qu'on n'a pas beaucoup de résultats sur l'enzyme, mais c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Alors pour en revenir, donc je vais terminer, donc pour en revenir à ma question initiale, savoir si l'union des cuivres faisait la force. Alors peut-être pour un orchestre symphonique, c'est sûr. Dans le cas des monooxygénases à cuivre, la question est partagée. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, c'est arriver donc à une entité à valence mixte, cuivre 2, cuivre 3, pour pouvoir faire des réactions d'oxydation intéressantes, notamment de carbone non activé. Toute la difficulté va être dans le maintien d'une telle entité au sein d'un complexe métallique. Mais on ne peut pas non plus laisser de côté l'autre possibilité, qui est du passage de la première espèce superoxo par introduction de 2 électrons pour conduire à une entité cuivre 3 oxo qui, elle, ou qu'on peut également écrire cuivre 2 radical oxygène, qui, elle, ces entités-là, doit avoir des potentialités d'oxydation extrêmement importantes et qu'on n'a jamais observé ou jamais étudié à l'heure actuelle. Alors ce qui nous amène à la chose suivante, c'est que chaque fois qu'on a étudié ces réactions, on est parti donc de réactions de réduction au peroxo, mais peut-être qu'il faut partir en sens inverse, partir en oxydation en partant notamment un complexe bismuhydroxo. Si on arrive à l'oxyder à un électron, on doit être capable de générer de façon très propre une entité à valence mixte, de la même façon qu'en partant d'un complexe mononucléaire, en faisant une oxydation à un électron, on devrait pouvoir accéder. Alors en fait, je ne vais pas en parler parce que les résultats sont trop préliminaires. On a effectivement observé, donc en collaboration avec Yves Lemestre à Brest, étudié donc ces réactions, et on observe effectivement des transferts monoélectroniques qui conduisent à des entités oxydantes de ce type-là, vraisemblablement de ce type-là, capables d'oxyder, toujours pareil, faire des transferts sur le ligand. Donc je crois que j'ai fini. Donc voilà les développements récents vers lesquels on peut aller. Donc c'est de reprendre, je dirais à rebrousse-poil, toute cette chimie, au lieu de partir en réduction, repartir en oxydation. Donc j'ai terminé, donc je voulais remercier les gens qui ont participé à ce travail. Donc il y a eu une série d'étudiants depuis un certain nombre d'années, mes collègues à Marseille, mes collègues à Grenoble, notamment Catherine Bell et Hélène Jamet et Hassen Boumengel, mais également nos collègues de Brest pour leur collaboration très récente, puis l'Université de Padoue qui nous fournit en enzymes anti-tyrosinase humaine. Remercier également des collègues avec qui j'ai toujours plaisir à discuter, qui sont toujours de très très bons conseils, puis remercier également les bailleurs de fonds, l'ANR, la région PACA, qui donne pas mal d'argent aussi, et puis le COST, qui donne un petit peu d'argent pour se rencontrer. Puis je vous remercie pour votre attention.